Dans cette vidéo, nous allons essayer de pousser la programmation modulaire le plus loin possible. On va même essayer de reproduire un certain nombre de comportements de la programmation orientée objet. Et à notre grande surprise, vous allez voir que mine de rien, on peut aller assez loin. Et ça, cette limite, ce assez loin, ce jusqu'au moment où ça ne fonctionne plus, personnellement, c'est l'endroit où je vais situer la définition de la programmation orientée objet. Alors, assez de teasing et de blabla, je vais vous proposer un exemple très simple qui est canonique dans tout ce qu'on a vu en programmation orientée objet. C'est le principe du caractère de jeu de rôle. À savoir, on va avoir des guerriers, des mages, des archers, tout ça, et on va voir que tout ça, ça nous permettait en objet d'abstraire dans une classe générale, une classe de base qui aurait pu être personnage, caractère ou n'importe quoi, et qu'on allait hériter de cette classe pour pas avoir à recoder le code à chaque fois dans les classes filles et de pouvoir récupérer un type générique à partir duquel manipuler nos classes filles. Enfin, là, je vais pas vous refaire la piscine C++ ou toute la programmation orientée objet. Ce que je veux ici, c'est mettre en lumière à quel point la programmation modulaire, en tout cas en OCaml, permet d'aller loin et quand même de mettre des bleus à la programmation orientée objet. Donc, commençons par définir un petit module de base que j'ai appelé très originalement base, qui nous servira donc de module de base au sens où on avait des classes de base en programmation orientée objet. Donc, ce module base va représenter en gros un personnage de jeu de rôle. Donc, on va y définir un type T que j'ai choisi ici d'implémenter sous forme d'un record où on va mettre les caractéristiques de notre bonhomme. Donc, à savoir son nom, ses points de vie, sa force, son agilité, son esprit. Donc bon, les caractéristiques sont tout à fait bidons ici. Le but, c'est juste d'avoir un petit peu de données pour étoffer l'exemple. Donc une chaîne de caractères et des entiers respectivement. Alors, plus intéressant, ici, nous allons avoir donc un constructeur, puisque quand on essaye d'aller taper dans la programmation orientée objet, là, on va essayer de parler vraiment de constructeur. Même si pour être franc, en programmation modulaire, je parle aussi de constructeur, parce qu'à un moment, merde, quoi. Donc, ça va prendre en paramètre un nom, une valeur de point de vie, une force, une agilité, un spirit, enfin toutes les données qu'on a besoin pour créer un nouveau caractère, et ça nous renvoie donc notre type instrumenté comme il faut. Alors, qui dit type, eh bien forcément on va avoir des accessoires pour aller dessus. Donc vous voyez ici le pied de nez que je fais, j'ai choisi de nommer l'argument qui est passé en premier paramètre self. Et ça veut dire que je vais utiliser self.name, self.hp, donc là on commence à avoir quelque chose de très proche. Alors c'est rigolo parce qu'en C++ par exemple, on n'a pas à remettre le paramètre self, okay, dans la fonction membre de notre classe, le self il est implicite. Mais c'est pas le cas de tous les langages. Et par exemple, si vous faites du Python, vous êtes familier du fait qu'il faut mettre le mot-clé self en premier paramètre de vos méthodes dans vos classes en Python. Pourquoi pas, je trouve ça pas plus bête, parce que ça permet de savoir d'où il sort, et puis c'est pas mal. Ici, ça nous permet aussi, par exemple, de pouvoir le nommer autrement, on pourrait l'appeler this, si on voulait être comme en C++, enfin bref, on s'en fout complètement, ici je choisis de l'appeler self. Donc self.name, self.hp, etc., bref, les accessoires, quoi, vous m'avez compris. Et une petite fonction, ici, on pourrait dire membre quelque part, j'ai envie de dire, ça reste une fonction, elle est membre, allez, on va dire fonction membre. Une petite fonction membre attaque, donc qui prend notre instance en paramètre et qui va nous faire un print and line de le nom du mec et concaténé avec la chaîne attaque, avec un point d'exclamation. Donc voilà une petite classe de base qui va nous permettre de faire un petit personnage de jeu de rôle qui ne sert pas à grand chose, mais qui a le mérite d'exister. Plus intéressant, et c'est là où on va introduire un tout petit mot-clé supplémentaire qui permet de faire des choses intéressantes, c'est le petit mot-clé include. Donc on ne l'avait pas vu jusqu'à maintenant, j'en profite ici puisqu'il illustre très bien la notion. Donc si vous retenez pas le mot-clé include, c'est pas la fin du monde, vous n'en aurez pas beaucoup besoin. Ici, on voit qu'il va être très intéressant pour aller essayer de taquiner un peu la programmation objet, puisque ce petit mot-clé a la particularité d'inclure, comme son nom l'indique, un module dans un autre. C'est-à-dire que si je fais un module warrior, et que dans la structure du module warrior, j'include le module base, eh bien je vais retrouver tout ce qu'il y avait dans le module base dans mon module warrior. Et ça doit vous rappeler quelque chose. C'est quand même un phénomène qui est assez proche de l'héritage dans l'esprit. On va voir que la comparaison va aller un petit peu plus loin dans un instant. Alors, dans mon module warrior,
eh bien, j'ai décidé de redéfinir mon constructeur newCharacter. Et pour cette fois, ne prendre qu'un seul argument, name, et de pouvoir passer moi-même en dur les arguments qui vont bien pour construire un guerrier. Alors attention, si vous avez fait du C++ ou d'autres langages objets, là, vous avez l'impression d'avoir affaire à une surcharge, puisque j'aurais, entre guillemets, dans ma classe de base, alors c'est pas des classes, hein, ça reste des modules, mais ça donne l'illusion que ici, j'ai fait une surcharge de newCharacter. Alors on avait string int vers une surcharge qui prend une seule string. Là, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe en réalité, c'est que j'ai ce qu'on appelle masquer la définition précédente. C'est-à-dire que j'include mon base au début de mon module, donc j'ai un newCharacter qui est dedans avec un type quelconque, à savoir string flashInt, flash t, et que ici, je masque cette définition avec une fonction qui a le même nom, qui elle prend qu'un seul paramètre, mais elle a le même nom, donc l'autre est oublié. Mais toutefois, je peux quand même y faire référence en l'appelant base.newCharacter. Donc là, ça a de l'intérêt, puisqu'on retrouve ce même comportement qu'on avait sur les surcharges, par exemple en C++, où on pouvait faire classe parente : pour récupérer quand même l'appel à la fonction de base, qui était pratique pour les initialisations. Et on voit que c'est exactement le même trick que je fais ici. Donc je dis que ma fonction newCharacter de mon module Warrior, c'est tout simplement un appel à la fonction base.newCharacter avec les paramètres qui vont bien. Et ça, c'est gonflé quand même, parce qu'on est en train d'utiliser des tricks syntaxiques et de visibilité, de scoping pour pouvoir émuler tout ce qu'on avait vu en construction d'objets, d'instances avec C++ ou même avec d'autres langages objets, c'est pas le problème. Mais ici, on voit qu'on l'a très bien. Donc quand on vous dit la programmation orientée objet, c'est des classes, et les classes, on met des données, on met du code, et on peut faire de l'héritage, tout ça, bah, c'est valable aussi pour la programmation modulaire. Donc à partir de là, définir la programmation objet comme étant des classes avec des champs, des fonctions membres et de l'héritage, eh ben, c'est pas vrai. C'est pas suffisant en tout cas. C'est vrai, mais c'est pas suffisant. La programmation modulaire a les mêmes caractéristiques. Vous voyez, je vous le prouve. Ici, il n'y a aucune syntaxe objet. Je veux dire, OCaml est un langage objet. Et vous allez tout découvrir dans la deuxième semaine de la piscine, toute la couche objet de Camel, qui est extrêmement puissante. Ici, là, ce qu'on fait, c'est pour rigoler. C'est juste pour réfléchir un peu au problème. Mais vous voyez qu'avec juste des structures syntaxiques de base, juste des namespaces, etc., on arrive très bien à aller taquiner l'objet. D'ailleurs, si vous avez eu votre curiosité piquée au vif avec ce que je vous montre ici, essayez de refaire la même chose en C++ avec des namespaces. Vous allez voir que bizarrement, ça fonctionne très bien. Faites-vous un petit namespace et commencez à cacher des types dedans là, pour avoir votre type T là, que je vous mettais ici. Bon, bah, ici, faites-vous un namespace base et puis commencez à mettre un type, un typedef dessus sur une petite structure. Enfin, vous allez voir que ça marche, on va assez loin aussi en C++ sans jamais utiliser la syntaxe objet de C++. Alors continuons, alors bien évidemment j'ai excusez-moi, j'ai caché, shadowé la fonction attaque dans Warrior pour pas que ce soit juste le nom du mec concaténé avec attaque. Ici c'est le nom du mec d'Ibearg. Et même chose pour le sorcier, donc la même structure, hein, avec les petites stats bidons juste qui changent ici, sauf que lui il fait pas Bearg, il fait Zap, et bien évidemment l'archer, on est toujours sur le même principe, sauf que lui il fait Swift, parce que c'est le bruit de la flèche. Bien. Alors ça c'est bien gentil, on a été assez loin, on voit c'est rigolo, mais est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Eh bien la réponse est oui. Regardez bien. Ici, je me fais un petit programme principal. Bon, là, je suis pas repassé par une fonction main. Hein, j'ai juste directement mis letUnit égale ce que j'avais besoin. C'est pas important. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est de faire ici. Donc, je crée un nouveau guerrier. Donc, guerrier.newCharacter Conan. Et là, donc, WA, c'est un guerrier. Je fais la même chose avec mon wizard. Donc, wizard.newCharacter Merlin. Et mon archer avec archer.newCharacter Robin. Mais regardez bien cette ligne. Cette ligne-là, elle devrait vous faire sauter au plafond. Pourquoi? Ici, je dis que je veux créer une liste de WA, WZ, WR. Mais quel est le type de cette liste? En OCaml, les listes doivent être homogènes. C'est-à-dire que c'est un quelque chose liste. Ça ne peut pas être n'importe quel type liste. Quel est le type?
Ici, par exemple, mon type archer, étant donné qu'il inclut tout ce qu'il y a dans base, eh ben, si je prends ma valeur archer, elle est de type archer pointé. C'est logique. On va de même pour le wizard et pour le guerrier. Mais pourtant, ici, on voit que j'arrive à mettre des warriors pointés, wizards pointés et archers pointés dans une seule et unique liste. Eh bien, c'est qu'en réalité, ces types-là, archers pointés, wizards pointés, etc., sont des bases pointées grâce à une caractéristique intéressante de include. On va regarder dans un instant ce que le compilateur a à nous dire là-dessus. Vous allez voir que c'est très intéressant. Allons-y. Il existe une option de tous les compilateurs Camel qui est -i, qui nous permet de connaître la signature d'un module, l'interface d'un module, directement en passant le module. Donc si par exemple je lui passe caractère.ml, vous voyez ici qu'il va me donner toutes les signatures des modules. Alors on a la version qui est, où les includes ont été remplacés, hein, donc ça veut dire que ici dans notre module Warrior, on retrouve tout ce qu'il y a dans notre module Warrior. L'include a été fait. Mais regardez bien ici. Nous avons dans notre base un type T qui est défini comme un record, que nous retrouvons également dans le type Warrior. Mais regardez la subtilité ici. Le type T de notre module Warrior a été automatiquement défini comme étant égal au type base.t, qui est également un record. C'est-à-dire qu'ici, on affiche explicitement, include nous permet, enfin on pourrait le faire à la main aussi, hein, mais ici include le fait pour vous. Vous pouvez dire explicitement que le type T est un alias sur le type base.t qui est lui-même défini par ce record. Et ça c'est puissant, parce que ça va nous permettre de considérer nos trois modules, en tout cas les instances de nos trois modules, comme étant des instances de base.t. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle je peux ici faire une liste. Cette liste, elle, est en réalité de type base.t-list. Et ça, c'est formidable. Ça va nous permettre de traiter de manière uniforme des instances de chacun de nos modules. Donc je peux bien évidemment faire un warrior.attack de mon instance de warrior, wizard.attack de mon instance de wizard, et archer.attack de mon instance de archer. Et nous arrivons à la limite de la programmation modulaire et nous allons arriver enfin sur le territoire de la programmation orientée objet. Ici, nous avons possibilité de faire une vision montante, c'est-à-dire que je peux considérer mon warrior, mon wizard et mon archer comme un base, mais je ne peux pas faire l'inverse. Vous vous souvenez en C++ le polymorphisme par héritage ou par sous-typage ? Eh bien, c'est exactement ça pour moi la définition de la programmation orientée objet, qui est absente, elle, de la programmation modulaire. Ici, si j'ai une instance de base.t, je n'ai aucun moyen de savoir quel est le type réel qu'il y a dessous. Est-ce que c'était un type archer.t, ou wizard.t, ou warrior.t? Je ne peux pas le savoir. En programmation objet, je pourrais le savoir. Et pour moi, c'est là qu'est la limite entre les deux notions. C'est pourquoi, si je veux maintenant utiliser ma liste de manière générique, par exemple l'itérer pour appliquer une fonction sur chacun des éléments, par exemple attaque, je ne peux pas utiliser le attaque qui a été défini dans chaque module. Je peux le dire explicitement, que je veux que mon archer attaque en utilisant l'attaque de archer, mais je ne peux pas faire l'inverse. Je ne peux pas dire dans ma liste ici, je veux que ça soit la fonction du guerrier, du wizard et de l'archer qui soit utilisée. Je suis obligé de dire que eh bien, ça va être la fonction attaque générique de mon module base qui avait été définie ici. Et donc c'est là se situe la limite. Alors on va faire la compilation pour que vous voyez que tout ça fonctionne très bien. Donc OCaml opt avec un P, voilà. De caractère.ml, ça compile, j'exécute et on a bien Conan qui attaque, Merlin, Robin qui attaque, chacun avec les fonctions membres donc du bon module, de la bonne classe entre guillemets, enfin, en tout cas du bon module. Mais on voit que avec l'itération dans la liste, pour traiter de manière uniforme chaque fonction, je ne peux pas faire de polymorphisme, je n'ai pas d'instance polymorphique, je ne peux pas aller chercher le type réel et la fonction derrière qui nous intéresse. Donc voilà, ici on a trouvé la limite de la programmation modulaire face à la programmation orientée objet. Et vous avez vu que la limite, elle est quand même un petit peu plus loin que ce qu'on pourrait s'attendre. Donc
quand on vous pose la question de quelle est la définition de la programmation orientée objet, eh ben, attendez 2 secondes avant de répondre que c'est des classes avec des fonctions membres et qu'on regroupe le code et les données et qu'on peut faire des héritages, etc. Ça, c'est la version qu'on sert les gens qui ne cherchent pas à aller voir plus loin que le bout de leur nez. La programmation orientée objet, c'est bien évidemment ça, mais c'est aussi cette notion de polymorphisme par sous-typage, en tout cas d'instance polymorphique. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller déterminer le type réel dessous. Bon. La programmation modulaire, elle s'arrête juste à tout ce qu'on a vu ici, séparation, code données, une émulation d'héritage. On pourrait tout à fait imaginer une syntaxe plus simple, on peut faire de l'héritage et tout en restant sur une programmation modulaire. C'est pas incompatible. Si vous avez ce genre de questions en entretien d'embauche ou qu'on en discuter, prenez le temps de répondre intelligemment à la question. Oui, la programmation orientée objet, c'est bien évidemment des classes, enfin regrouper le code, les données, c'est bien évidemment faire de l'héritage, c'est bien évidemment les fonctions membres, tout ça. Mais c'est surtout les méthodes. Et cette histoire d'appel de la fonction membre virtuelle que vous avez vu en C++, qui est une méthode, c'est bien ça, les appels polymorphiques, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez remarqué peut-être que je faisais beaucoup la nuance entre fonction membre et méthode et que j'essayais de ne pas utiliser l'un pour l'autre. C'est parce qu'une méthode, ça définit quelque chose de très précis. Et les objets ont des méthodes, mais ils ont aussi des fonctions membres. Les modules, eux, n'ont que des fonctions membres. Ok ? Donc voilà, c'est un petit peu de nourriture pour l'esprit. Hein. Si vous n'avez pas tout compris, tout retenu ou si c'était chiant, je suis désolé. Mais c'est intéressant. Hein. Je pense que c'est le genre de détail qui fera la différence entre quelqu'un qui a appris vite fait à faire de l'objet sur le site du zéro ou dans la fac du coin et quelqu'un qui se pose plus la question de d'où est-ce que ça vient, pourquoi c'est fait comme ça et qu'est-ce qui caractérise vraiment ce style de programmation. Bon voilà, j'arrête de vous embêter avec ça. De toute façon, la programmation orientée objet, vous allez, en OCaml en tout cas, vous allez l'aborder en profondeur la semaine prochaine avec Antoine et Victor. Donc vous allez voir que là, il y a toute une nouvelle syntaxe. Hein. C'est pas juste le langage de module qui est étendu. Il y a vraiment une syntaxe dédiée qui est très puissante et qui fonctionne très bien. Et on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de cette journée pour mettre fin à vos tourments. À tout à l'heure.